Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro des dossiers de l'histoire. Ensemble, nous allons traverser plus de 4 décennies d'histoire de 1970 à aujourd'hui. Pour inaugurer notre chronique, nous allons nous intéresser à l'un des plus importants scandales politico-judiciaires des années 80, j'ai nommé le Rainbow Warrior. Comment ce qui devait s'avérer être une opération de routine des services secrets français a-t-il pu créer durant l'été 1985 un gigantesque scandale ruinant la réputation de la France et de son armée? Pourquoi, plus de 30 ans après cette affaire, des zones d'ombre persistent encore? Sabordage en eau trouble, l'affaire du Rainbow Warrior, c'est tout de suite dans les dossiers de l'histoire. Tout commence lorsqu'au milieu des années 70, Greenpeace interpelle l'opinion publique sur les essais nucléaires français effectués dans les atolls du Pacifique. Nous sommes alors à une ère où la peur d'une guerre nucléaire est présente. La France souhaite donc rester dans cette course à l'armement afin d'être prête dans le cas où un conflit entre Américains et Soviétiques se déclencherait. Mais cette époque est aussi celle d'une évolution des mentalités et une prise de conscience sur l'environnement et l'impact des sociétés sur celui-ci. Plusieurs mouvements et associations voient le jour afin de sensibiliser les populations sur ce problème de fin de siècle. Parmi ceux-là, on trouve Greenpeace. Fondée en 1971 par une dizaine d'activistes écologistes, l'organisation a pour but de faire cesser les essais nucléaires américains en Alaska. Ils obtiennent gain de cause en 1972. Naviguant à bord de vieux chalutiers, ils se distinguent par leurs actions non violentes et leur médiatisation, quitte à déranger. La France ne voit donc pas d'un très bon œil cette organisation. Depuis plusieurs années, elle est gênée dans ses essais atomiques par des actions militantes visant à ralentir plus qu'à stopper les opérations militaires de la défense dans le Pacifique. En réponse, elle a souvent ordonné à la DGSE de s'occuper des militants de Greenpeace en plaçant du sucre dans le réservoir des bateaux ou en intoxiquant avec du laxatif l'équipage. Mais en cette fin d'année 1984, les rapports qui parviennent au ministère de la Défense de ce Charles Hernu sont alarmants. Une action de grande envergure et beaucoup plus agressive serait en préparation. Il faut agir. D'autant que la possibilité que l'organisation soit financée et guidée par le bloc soviétique est émise. Le risque d'espionnage est alors important. Au début de l'année 1985, en raison des délais trop brefs, 3 stratégies sont discutées. Placer une légère charge explosive sur le gouvernail afin de ralentir, voire d'empêcher le navire de se déplacer. Intoxiquer l'équipage afin de les laisser à quai. Couler le navire. C'est la 3e option qui est choisie, et l'opération est baptisée Satanique. En avril, un agent, au nom de couverture de Frédéric Bonlieu, infiltre Greenpeace. 3 équipes sont dépêchées en Nouvelle-Zélande. Une à bord du voilier UVA, chargée d'acheminer le matériel de plongée et les explosifs. Une de nageurs de combat, qui posera les mines sur la coque du Rainbow Warrior. Une chargée de faire la correspondance entre les 2 premières. Cette dernière est composée du capitaine Alain Maffard et du lieutenant Dominique Prieur, infiltrés sous les noms d'Alain et Sophie Turange, un couple de touristes suisses. Le 10 juillet, tard dans la soirée, l'opération démarre. Une première explosion retentit, l'équipage du Rainbow Warrior s'enfuit du navire, sauf Fernando Pereira, photographe néerlandais, qui descend à la cabine récupérer son matériel. Quelques minutes plus tard, la seconde explosion, plus forte et destinée à couler le bateau, intervient. Le photographe n'a pas le temps de sortir et reste coincé dans le navire, qui, en quelques minutes, coule dans le port d'Auckland. Le lendemain, l'information de l'explosion du bateau de Greenpeace se répand très vite en Nouvelle-Zélande.
et parvient rapidement en France. Mais aucune piste n'est encore envisagée. L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'une première piste va guider les enquêteurs néo-zélandais. Alors qu'ils viennent de rendre le véhicule de location qui a servi à l'opération, le couple Thurange est arrêté à l'aéroport d'Auckland. C'est en effet un vigile présent sur place le soir de l'attentat qui a noté le numéro d'immatriculation du camping-car et transmis l'information aux autorités. Les 2 époux sont entendus par les policiers, mais faute d'éléments à charge, ils sont relâchés, avec cependant l'interdiction de quitter le territoire néo-zélandais. Placés dans un hôtel, ils vont alors commettre une grossière erreur. Ils appellent un numéro français, mais personne ne répond au bout du fil. Ce numéro, c'est une ligne téléphonique de secours de la DGSE. Les enquêteurs, surpris par cette découverte, contactent alors leurs homologues français pour retracer cette ligne d'appel et localiser son propriétaire. On a eu un jour un appel téléphonique, les Néo-Zélandais nous disent « Ah, elle a appelé tel numéro, c'est quoi ce numéro ?» Je dis à la COS, c'est quoi ce numéro? C'était un des numéros de grand secours de la DGSE. Je dis non, c'est pas possible. On a renuméroté, on a trouvé un appartement qu'on a déclaré vide. On a fait un bidonnage terrible pour égarer les Néo-Zélandais. Par maladresse ou coup de poignard à destination des services secrets extérieurs dont les tensions sont palpables depuis fort longtemps, la police française révèle que le numéro est bien celui de la DGSE. Cette fois, plus de doute. Les services secrets sont bien en cause. Dans le même temps, les passeports du couple sont vérifiés. Ils sont faux. Les Thurange sont arrêtés le 14 juillet. Leurs empreintes sont retrouvées sur le canot pneumatique ayant servi à transporter les nageurs de combat. Et leur identité est révélée. Capitaine Alain Maffard et lieutenant Dominique Prieur. Ils sont français. Ils sont mis en examen le 23 juillet pour meurtre, incendie volontaire et association de malfaiteurs. Dans le même temps, les passagers du voilier UVA sont placés sous mandat d'arrêt international. L'hypothèse selon laquelle les services secrets seraient derrière tout cela ne fait plus guère de doute. La nouvelle fuit rapidement dans les médias français et c'est ainsi le début d'un énorme scandale médiatique et politique qui va passionner l'opinion publique durant le mois d'août. Charles Hernu nie toute implication de ses services dans ce crime. Pour stopper l'hémorragie, Laurent Fabius, Premier ministre, fait appel au conseiller d'État Bernard Tricot pour constituer un rapport d'enquête impartial afin de faire toute la lumière sur ce qui pourrait atteindre les plus hauts sommets de l'État. 20 jours plus tard, le rapport est rendu. Il disculpe toute intervention des services secrets et de la France dans l'attentat contre Greenpeace. Tout doucement, l'affaire et le bruit qu'elle a créé en ce chaud mois d'août retombent. Le chef de l'État, François Mitterrand, et son gouvernement pensent alors que toute cette histoire est enterrée et derrière eux. Mais le 17 septembre, coup de théâtre. Après les révélations du Monde sur un 3e commando des services secrets français dans l'affaire Greenpeace, une question, si c'est vrai, que peut-il se passer maintenant? Le journal Le Monde et les journalistes Elvie Plenel et Bertrand Legendre révèlent l'existence d'une 3e équipe, celle-là même qui aurait posé les mines. Une taupe, le lieutenant Christine Cabon, un agent de renseignement sur le Rainbow Warrior. Les époux Thurange, un leurre, chargé de faire diversion et de veiller au grain. L'équipage de l'UVA, un soutien logistique, il achemine sur place le matériel nécessaire à l'opération. Un coordinateur, Louis-Pierre Dillet, patron de l'opération et responsable du centre d'instruction des nageurs de combat d'Aspreto en Corse. Et voici venir la 3e équipe, 2 nageurs de combat français justement. Ce seraient eux les véritables auteurs de l'attentat, ceux qui ont posé 2 charges explosives sur la coque du Rainbow Warrior avant de revenir en France.
Cette troisième équipe dont Le Monde fait sa une cet après-midi, le Canard enchaîné l'évoquait déjà la semaine dernière. Il ajoute même aujourd'hui que selon un rapport remis au président de la République, la fameuse troisième équipe aurait été précédée par des saboteurs britanniques. Mais les deux journaux vont plus loin en posant le problème des responsabilités. Dos au mur, le gouvernement et François Mitterrand ne peuvent pas se cacher plus longtemps. Quelqu'un va devoir endosser la responsabilité de cet échec. Et parce qu'il faut protéger le chef de l'État de possibles accusations, Charles Hernu démissionne le 20 septembre, à l'issue d'un conseil des ministres tendu. Raison d'État. Le président de la République François Mitterrand a accepté la démission du ministre de la Défense Charles Hernu que celui-ci avait présentée au Premier ministre ce matin. L'amiral Lacoste, patron de la DGSE, est limogé. 48 heures plus tard, Laurent Fabius admet que ce sont bien les services secrets français qui ont coulé le Rainbow Warrior. Le nouveau ministre de la Défense vient de m'informer des premières conclusions de l'enquête menée sur l'affaire du Rainbow Warrior. J'ai tenu à vous les faire connaître immédiatement. Ces conclusions permettent désormais de cerner la vérité. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent. Premièrement, un nouveau chef de la DGSE sera nommé dès le prochain Conseil des ministres. Il devra prioritairement réorganiser l'ensemble de ses services. Deuxièmement, le gouvernement est favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les simples exécutants doivent évidemment être mis hors de cause, car il serait inacceptable d'exposer des militaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres et qui ont parfois accompli dans le passé pour notre pays de très dangereuses missions. Mesdames et messieurs, la vérité sur cette affaire est cruelle, mais il importe, comme je m'y suis engagé, qu'elle soit clairement et totalement établie. La vérité est enfin connue, en partie, mais la polémique ne désenfle pas. Comment, si l'on en croit les responsables politiques français, une telle action a-t-elle pu être commanditée et exécutée sans l'aval du Premier ministre et surtout du chef des armées, le président de la République, François Mitterrand? Les services secrets sont complètement désorganisés. Arrivé à leur tête, le général Humbaut promet de couper les mauvaises branches et de faire le ménage au sein de son service. De l'autre côté du monde, Alain Maffard et Dominique Prieur plaident coupables et sont condamnés à 10 ans de prison. Leur visage et leur nom ont fait le tour du monde. Leurs carrières d'agents secrets sont terminées. Ils verront leur peine aménagée à la suite de l'arbitrage de l'ONU dans le conflit diplomatique opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Assignés sur l'atoll d'Aou en Polynésie française, ils reviendront en France à la suite de raisons médicales et personnelles. Alain Maffard restera dans l'armée française jusqu'en 1995, année où il démissionnera pour devenir photographe animalier. Dominique Prieur, elle, servira aux sapeurs-pompiers de Paris et acceptera de revenir sur cette affaire la même année. De façon assez irrationnelle, j'avais un mauvais pressentiment. C'était une mission qui était montée quand même dans des conditions un petit peu difficiles, puisqu'elle était très lointaine, les délais qui nous étaient impartis étaient réduits, donc il a fallu travailler au mieux dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. C'était un moment difficile. La mort d'un homme en soi, c'est toujours quelque chose de grave. Et en l'occurrence, l'opération prenait une tournure dramatique, qui n'avait pas du tout été envisagée.
Et donc il fallait que l'on réagisse différemment de ce qui avait été prévu. Vous n'avez pas l'impression, à certains moments, de vous être senti lâché? Sentir lâché, non, mais je me suis demandé quelles étaient les tactiques qu'ils essayaient d'employer pour se sortir au mieux de ce tourbillon infernal. Pourquoi? Vous ne compreniez pas leur façon d'agir? Les options qui étaient prises étaient étonnantes. Je vivais cette affaire à travers la presse, puisque c'était ma seule source d'information derrière mes barreaux. Et je sentais bien qu'il y avait un certain flottement à tous les niveaux. Bon, je le vivais assez étonnée et j'attendais de voir comment les choses allaient se passer. C'est vrai que ces 10 années ont été pénibles à vivre. C'est une affaire qui a été lourde à porter. Il a fallu se réhabituer à vivre d'une autre façon lorsque nous sommes rentrés en France. Et bon, je crois qu'il était bon à un moment donné. En tout cas, j'en ai éprouvé le besoin de coucher ces choses-là sur le papier. Discréditée sur la scène internationale, la France devra payer 7 millions de dollars de dommages et intérêts à la Nouvelle-Zélande et 8 millions à Greenpeace. À la suite de cette affaire, l'organisation écologiste verra sa popularité grandir. La famille de Fernando Pereira, elle, réclamera des excuses officielles de la France, en vain. Le scandale aura un impact non négligeable sur la campagne législative de 1986. Le RPR remportera la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et Jacques Chirac s'installera à Matignon. 2 ans de cohabitation qui déboucheront sur un duel présidentiel remporté par François Mitterrand. Ce dernier était-il au courant du déroulé de l'opération? En 2005, Le Monde publiera un rapport de 1986 dans lequel l'amiral Lacoste mettra en doute l'idée selon laquelle le chef de l'État n'était pas impliqué. Plus de 30 ans après cette sombre histoire, des questions se posent encore. Des acteurs de ce feuilleton estivalier encore en vie, aucun n'y a répondu et ne compte le faire. La vérité ne sera, comme tant d'affaires, jamais totalement connue. C'était les dossiers de l'histoire. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.